Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous. À la une de cette édition, suite au 4e essai nucléaire de la République populaire démocratique de Corée au mois de janvier dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU va voter ce mercredi une résolution comportant des sanctions à l'égard de Pyongyang en réponse aux essais nucléaires réalisés par la RPDC en 2009 et 2013. Le Conseil avait déjà adopté 3 résolutions visant à renforcer les différentes sanctions précédemment imposées qui comprennent un embargo sur les armes, un embargo lié aux missiles balistiques et nucléaires, ainsi que l'interdiction d'exporter des produits de luxe. En répondant à une résolution de l'ONU sur les droits de l'homme, le ministre des Affaires étrangères de la RPDC, Je Soo-yong, a déclaré que son pays ne serait jamais lié à elle, ajoutant que c'était une pure attaque politique. Toute résolution adoptée contre la RPDC dans de telles sessions ne sera rien d'autre qu'une preuve de partialité et de double critère. Ce ne sont pas nos affaires si de telles résolutions sont votées et ils ne seront jamais si à elles. L'envoyé spécial des Nations Unies affecté à la question syrienne, Staffan de Mistura, a déclaré à la presse que les Nations Unies repousseraient la date du prochain cycle de discussion de paix en Syrie de 2 jours. Cela dépendra de l'application du cessez-le-feu mis en place en force depuis samedi. La décision finale de la date, que ce soit lundi ou plus tard, sera prise dans quelques jours en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Nous ne voulons pas que les discussions de Genève deviennent une discussion sur les infractions ou non du cessez-le-feu. Nous voulons qu'elles résolvent la base de tout. Souvenez-vous, tout cela a pour objectif de mettre fin au combat et de demander davantage d'aide humanitaire. Mais la solution du tout est une solution politique. Initialement, les négociations devaient avoir lieu le 7 mars. De Mistura a déclaré que les tentatives d'interruption de cessez-le-feu devaient être contenues pour éviter de miner la crédibilité de la trêve. Il a également pressé le gouvernement et l'opposition d'arrêter les violations. De Mistura souhaite que les deux côtés se concentrent sur la réforme constitutionnelle, la gouvernance et qu'ils tiennent des élections d'ici 18 mois. Il a également déclaré que la libération de prisonniers est en haut de l'agenda. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a affirmé que la cessation des hostilités en Syrie tenait bon. Monsieur Ban a dit que la priorité de l'ONU est de fournir des parachutages d'aide humanitaire aux zones assiégées. Il a précisé qu'au moins 140 000 personnes devraient recevoir de l'aide d'urgence d'ici le début de la semaine prochaine. Jusqu'à présent, la cessation des hostilités tient dans l'ensemble. J'en appelle à l'ensemble des parties pour continuer à tenir leurs promesses et à faire preuve de bonne foi, particulièrement pour permettre la livraison d'aide humanitaire vitale aux zones assiégées. Certaines personnes dans ces zones n'ont pas reçu d'aide depuis des mois, voire des années. De nombreuses personnes pourraient être affamées ou mortes faute de soins sanitaires de routine. Le président du Conseil de l'Union européenne, Donald Tusk, a déclaré que les membres de l'Union européenne devaient appliquer pleinement le code frontière de Schengen et rétablir le contrôle efficace de la frontière extérieure de l'UE en Grèce. Je sais que le rétablissement des contrôles efficaces aux frontières n'est pas une décision facile, mais la vérité c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Je ne peux seulement espérer que cette difficile vérité a enfin été comprise par tous en Europe. Donald Tusk s'exprimait lors d'une conférence de presse conjointe à Vienne avec le chancelier autrichien Werner Faymann, alors que les tensions sont vives à la frontière entre la Grèce et la Macédoine. L'Autriche, qui est membre de l'espace Schengen, zone où l'on peut circuler sans passeport, a été très critiquée par les autres nations européennes pour avoir fixé une limite au nombre des demandeurs d'asile. Pendant ce temps, la chancelière allemande Angela Merkel a déclaré que le sommet de l'UE sur la crise des réfugiés lundi prochain était urgent. Elle a ajouté que l'Europe devait rétablir le système Schengen d'ouverture des frontières. Une famille de réfugiés essaye de reconstruire sa vie à Johannesburg après avoir fui la guerre civile en Syrie. Après leur arrivée dans la ville, ils ont ouvert un restaurant de cuisine syrienne et cela semble être un succès auprès des habitants.
Les 5 années de conflit en Syrie ont créé une vague de personnes déplacées qui ont fui la région pour atteindre les côtes européennes. Des milliers de réfugiés syriens ont choisi des routes dangereuses. Tous cherchent la sécurité et une vie meilleure. Mais Yasser et Safa Jabri al-Jeraoui savaient que le périple vers l'Europe était dangereux. Ils ont donc décidé de fuir en Afrique du Sud. Ils sont arrivés il y a 14 mois avec leurs 3 garçons et ont ouvert un restaurant syrien dans le quartier East Rand de Johannesburg. Notre premier choix était de voyager en sécurité. Je ne m'enfuis pas d'un lieu non sûr pour risquer ma vie et celle de mes enfants. Comme en mer, nous avons donc choisi ici. Nous savons que l'Afrique du Sud est un bon pays et avant les gouvernements syriens et sud-africains entretenaient de bonnes relations. Ne connaissant que très peu l'anglais, une valise par personne, commencer une nouvelle vie n'a pas été facile. Mais le couple est déterminé à réussir et ne veut pas être considéré comme des réfugiés. Nous sommes comme la plupart des autres Syriens qui cherchent simplement un lieu sûr. Nous sommes partis de notre pays pour être en sécurité. Nous devions recommencer notre vie en sécurité et c'est la raison pour laquelle nous avons quitté notre pays. Je trouve ça dur lorsque les gens disent que nous sommes des réfugiés. Je n'aime pas ça. Car avant, les Syriens ont reçu de nombreuses personnes venant du Koweït, d'Irak, du Liban, de la Turquie, et nous ne les avons jamais appelés des réfugiés, mais des frères et des sœurs. Nous avons ouvert nos portes. Je veux m'installer, rendre ma vie moins pénible, offrir de meilleures conditions à mes enfants pour qu'ils oublient ce qui s'est passé. Mais vous ne pouvez pas oublier ce qui s'est passé, et nous espérons rentrer en Syrie une fois que cela sera sûr. Le dur labeur de Yasser et Safa a payé. Le restaurant syrien se porte bien et les Sud-Africains peuvent découvrir une nouvelle saveur du Moyen-Orient. Je cuisine avec mon cœur et avec amour, c'est ma nourriture, je suis fier de la Syrie, je veux que les gens sachent que je suis syrien, je veux donner une bonne image du peuple syrien. C'est un nouveau début, une nouvelle cuisine, de la nourriture que nous n'avons jamais goûtée avant. C'est un endroit que je recommande. De savoir que la famille est arrivée ici en premier lieu, sans savoir ce qu'ils faisaient, de savoir qu'ils ont parcouru autant de chemins et ouvert un si magnifique restaurant, c'est remarquable. Au lieu de se tourner les pouces et ne pas savoir quoi faire, je suis très fière et contente qu'ils s'en sortent. Selon les Nations Unies, les Syriens sont à présent la population de réfugiés la plus nombreuse au monde. Mais Yasser et Safa ne veulent pas être considérés comme des réfugiés en Afrique du Sud. Ils veulent montrer que le peuple syrien est courageux et capable de reconstruire une nouvelle vie ailleurs. Ahmad al-Fathi al-Mahdi est accusé d'avoir coordonné et participé à la destruction de mausolées à Tombouctou durant le conflit malien en 2012. Cette affaire inédite pourrait créer un précédent si elle donne lieu à un procès. Ahmad al-Fathi al-Mahdi est le premier djihadiste poursuivi par la Cour pénale internationale pour destruction d'édifices religieux et monuments historiques. Selon l'accusation, il est suspecté d'être un membre d'Ansar Dine, un groupe islamiste militant qui a pris le contrôle du nord du Mali en avril 2012. Ils ont établi une version stricte de la charia et détruit 9 mausolées à Tombouctou, qu'ils considéraient être un blasphème. Cela a porté un coup dévastateur aux personnes de la région. Ces mausolées étaient comme la mémoire de la communauté musulmane à Tombouctou. Quand on parle de Tombouctou, tout le temps on dit c'est la cité des 33 saints, 333 saints. Tous ces saints ont leur tombeau à Tombouctou. Et tous ces tombeaux sont des lieux de pèlerinage, des lieux de recueillement. Les défenseurs des droits de l'homme qui se sont rendus au Mali au début du procès du djihadiste veulent que d'autres crimes soient ajoutés au chef d'accusation. Cela inclut plus d'une centaine de cas de viol et de mariage forcé. Selon les avocats, cette affaire créera un important précédent.
Je pense que les accusations de destruction du patrimoine mondial sont importantes, mais il ne faut pas le faire au détriment d'accusations qui concernent directement la souffrance humaine, que cela soit le meurtre, le viol ou bien le recrutement et l'utilisation d'enfants dans les conflits. Il devrait porter plus d'attention à ces crimes. Et je pense que si la CPI poursuit correctement ces accusations, plus d'attention sera accordée à ce genre de crimes dans le futur. Les partisans de la CPI espèrent aussi que cette affaire apaisera l'exaspération de certains pays africains que la CPI cible injustement, en montrant que la procédure peut être aussi utilisée pour protéger l'héritage culturel africain. Si la Cour réussit à condamner Al-Fathi al-Mahdi pour la destruction du 9 mausolée, cela pourrait ouvrir la voie à d'autres cas de vandalisme culturel, comme la destruction d'anciens sites en Syrie par l'État islamique, qui pourraient être jugés pour crimes de guerre. Et on passe sans plus tarder à aujourd'hui la Chine. Bonjour Jonathan. Bonjour Yves. Eh bien, dites-nous tout, que nous réserve donc cette deuxième partie d'édition, s'il vous plaît. Je vous propose aujourd'hui de commencer par parler des grandes réunions politiques qui ont lieu en ce moment même à Beijing. La première conférence de presse de la conférence consultative politique du peuple chinois s'est déroulée cet après-midi au Grand Palais du Peuple à Beijing. Le porte-parole de la CCPPC, Wang Guoqing, a exposé les principales questions au programme et a répondu aux questions des journalistes chinois et étrangers. Le comité national de la CCPPC est composé de 9 comités spéciaux qui se concentrent principalement sur la politique, l'économie et la culture. Le comité national a reçu plus de 6000 propositions depuis la dernière rencontre et a approuvé plus de 5000 d'entre elles. Les propositions se concentrent principalement sur les nouvelles normes de développement économique, sur le maintien de la stabilité et de la croissance saine grâce à des mesures comme la gestion de l'offre. Environ 3200 journalistes sont présents pour couvrir les 2 sessions. Un plus grand nombre de journalistes étrangers sont présents par rapport à l'année dernière. En Chine, c'est la période de l'année où les 2 organes politiques les plus importants se réunissent pendant une période de 2 semaines pour établir le programme de l'année à venir. La réunion entre l'Assemblée législative suprême de Chine, le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine et l'organe consultatif suprême, le comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, est connu sous le nom des 2 sessions. Un centre de presse a été installé à Beijing pour faciliter le travail des journalistes. Plus de 3200 journalistes se sont enregistrés et plus de 1000 d'entre eux viennent de l'étranger. Il s'agit d'une légère hausse par rapport à l'an dernier. Le centre organisera plus de 10 conférences de presse et sera le lieu d'entretien. Le directeur adjoint Zhu Shouchen déclare que les journalistes peuvent trouver des informations des 2 sessions sur le site internet officiel et le compte WeChat du centre, ainsi que des mises à jour des annonces de conférences de presse et de réunions. La présentation et l'examen des propositions soumises par les membres de la CCPPC ont commencé avant la réunion officielle. 700 propositions ont déjà été soumises, couvrant un vaste éventail de sujets sur le développement du pays et les moyens d'existence du peuple. Les 700 propositions que nous avons reçues s'axent principalement sur 4 aspects. Le premier et le plus important d'entre eux porte sur le développement d'une économie saine et stable. Le deuxième se concentre sur l'application de mesures des principales réformes. Le troisième concerne l'amélioration de la civilité du peuple et le dernier sur l'amélioration de la qualité de vie du peuple. La session annuelle de la conférence consultative politique du peuple chinois a démarré. Par avance, des centaines de propositions ont été soumises à un sous-comité de la CCPPC pour évaluation. Voici le sous-comité de réception des propositions de la CCPPC. Il recueille et catégorise les propositions des conseillers politiques pour assurer qu'elles soient traitées une fois approuvées par la CCPPC. Elles seront envoyées aux ministres et aux commissions pour implémentation. Jusqu'à maintenant, plus de 500 propositions ont été soumises, un nombre qui ne cesse de croître. Les propositions que nous avons reçues jusqu'à maintenant se focalisent sur le maintien de la stabilité économique tout en améliorant la croissance, en mettant en pratique les réformes économiques, politiques et sociales et en améliorant l'éducation et le niveau de vie. Parmi les propositions, plus de 450 proviennent des partis démocratiques et de la Fédération chinoise de l'industrie et du commerce. Le reste émane des membres de la CCPPC.
Pendant des décennies, la Chine a essayé de lancer des campagnes d'incitation à la lecture, mais n'a pas eu beaucoup de succès. Alors cette fois, j'ai décidé de renforcer la construction sociale pour encourager la population à lire. J'ai décidé de proposer de permettre aux associations industrielles et aux chambres de commerce d'aider à promouvoir et à améliorer les entreprises. Cette année, les propositions doivent se présenter sous forme détaillée avec des idées concernant leur implémentation. Résultat, le nombre de propositions devrait tourner autour de celui de l'an dernier et même diminuer un peu. Qualité et pas quantité, tel est le nouveau mot d'ordre. Autre sujet d'actualité maintenant, un sceau en jade découvert à l'intérieur d'un cercueil sorti d'un tombeau vieux de 2000 ans dans la province du Jiangxi a aidé à identifier son propriétaire. Il s'agit du marquis de Raihun, empereur de la dynastie des Han de l'Ouest, dont le règne n'a duré que 27 jours. Xin Lixiang, responsable de l'équipe d'experts en excavation du tombeau de Raihunro, en a fait l'annonce lors d'une conférence de presse au musée de la capitale de Beijing mercredi. Cette annonce a également été l'occasion de lancer une exposition de 3 mois des plus de 400 objets sélectionnés sur les 10 000 retrouvés dans le tombeau. Xin Lixiang, spécialisé dans les dynasties des Qin et des Han, a déclaré que l'équipe de recherche avait un sceau en jade blanc au niveau des hanches des restes humains. La base imprimée est inscrite avec les caractères de Liu He, le nom du marquis de Raihun, qui est également le petit-fils de l'empereur Wu, qui a régné durant l'une des plus prospères périodes de l'histoire de Chine. Ces dernières semaines, le Ballet national de Chine est en représentation à New York. Plutôt que de présenter des spectacles de ballet connus, comme elle le faisait auparavant, la troupe se rend dans des universités où elle explique comment elle combine des éléments traditionnels chinois à une forme artistique typiquement occidentale. En ayant recours à l'essence de l'art occidental pour y incorporer des éléments chinois tels que la musique folklorique ou encore les arts martiaux, le Ballet national de Chine rapproche les cultures. La troupe de danse classique de renom est à Manhattan pour 11 jours d'échanges culturels. Elle est dirigée par Feng Ying, ex-danseuse étoile et artiste chinoise dont la réputation n'est plus à faire. À l'université de New York et à l'université de Columbia, la troupe dispense des cours, l'occasion pour les danseurs chinois de proposer leur version revisitée de Casse-Noisette. Nous souhaitons permettre aux étudiants de l'université de New York et à l'université de Columbia de mieux comprendre et d'apprécier le ballet chinois et comment celui-ci a grandi. Il s'agit aussi de susciter l'intérêt des plus jeunes pour la culture et les arts chinois. Organisée par l'Institut chinois de New York, cette visite est une rare chance offerte aux Américains de connaître l'histoire de la troupe nationale de danse. C'est aussi un style qui se développe pour devenir plus proche et plus personnel. Je pense que c'est extraordinaire de leur part de mêler des éléments culturels chinois de la musique chinoise et des traditions chinoises dans un ballet qui est un ballet américain. Pour celui de Casse-Noisette, ils ont un peu changé l'histoire pour présenter la culture chinoise et c'est très intéressant. J'aime savoir qu'ils peuvent prendre une histoire populaire et la modifier pour la rendre un peu plus intéressante. Lorsque l'on évoque les relations d'une façon générale entre la Chine et les États-Unis, on pense à des hauts et des bas. Il est tellement important de conserver des moyens de communication ouverts et d'encourager un environnement dans lequel on peut s'apprécier davantage. Il ne faut pas s'arrêter à ce qui se passe en ce moment au plan politique ou militaire, mais se concentrer sur un niveau plus profond, de peuple à peuple. Partons maintenant en Afrique. Durant le pic de l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone, un hôpital dans la capitale construit par la Chine s'est révélé indispensable dans la lutte contre le virus. Maintenant que l'épidémie est en voie de disparition, le local retourne à la normale, offrant des services de santé classiques aux habitants de Freetown. C'est un lundi ordinaire et une foule de patients a déjà commencé à faire la queue pour recevoir des soins. Ils attendent le docteur Kanou, le directeur de l'hôpital qui a étudié en Chine pendant près de 10 ans. Cet hôpital est le meilleur de Sierra Leone parce que les gens savent qu'une équipe chinoise y travaille et nous avons différents équipements comme des scanners, des rayons X, des machines à ultrasons et un laboratoire dans lequel nous conduisons de nombreuses expériences. Cet hôpital reçoit entre 50 et 80 patients par jour. En raison du manque de médecins locaux, des membres de l'équipe chinoise constituent toujours le gros du personnel de l'hôpital.
La Sierra Leone manque sérieusement de médecins durant la période d'Ebola. Nous avons même perdu des médecins, une douzaine. Donc nous manquons vraiment de médecins locaux et nous sommes très reconnaissants envers l'équipe chinoise. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement chinois. Le docteur Tran Rao est le chef de la 17e équipe médicale chinoise en Sierra Leone. Depuis leur arrivée en avril dernier, lui et ses collègues ont eu pour tâche de reprendre les rênes de l'hôpital pour assumer les fonctions journalières de diagnostic et de traitement. D'abord, il faut être bon dans tout ce qui est médecine de base pour que les gens en bénéficient directement. Ensuite, il faut renforcer notre vision et introduire les bonnes techniques de la médecine chinoise en les intégrant à l'environnement de la Sierra Leone petit à petit. En raison de la qualité des traitements et des services, l'hôpital a attiré des patients de Sierra Leone et même au-delà. Mon ami a eu des problèmes, il a eu un accident de bateau. Maintenant, nous sommes à l'hôpital, il y a de bons médecins. Maintenant, il peut marcher et il va mieux. La Chine a décidé récemment d'augmenter son personnel dans chaque équipe médicale, les faisant passer de 10 à 20 à partir de cette année. La dernière équipe est arrivée en février. Et c'est la fin d'aujourd'hui la Chine. Retour au plateau avec Yves Mouillet. Eh bien, merci Jonathan pour l'ensemble de ces éclaircissements. Et c'est donc la fin de cette édition. Merci de votre attention. Nous vous retrouvons tout à l'heure pour le prochain journal.